grosse crise identitaire qui amène à la drogue, à l'alcool, et puis plus tard le viol. Si vous ne savez pas ce qu'est la GPA, la gestation pour autrui, si vous n'avez pas d'idée de ce que c'est, si ça vous indiffère, si vous n'imaginez pas les impacts psychologiques que cela peut créer chez l'enfant qui viendra à naître dans ces conditions, eh bien, je vous invite à écouter cette vidéo, encore une fois sur CNews, d'une personne qui a écrit un livre qui dit « Maman, où es-tu ?» et qui explique tous les ravages psychologiques que cela a créé, tout le mal-être, tous les symptômes que cela a créé chez elle d'avoir été conçu, créé par GPA. Je vous souhaite une bonne journée. Je me pose une multitude de questions, écrivez-vous. Pourquoi ont-ils voulu à tout prix un enfant? Pourquoi ont-ils choisi cette méthode pour m'avoir? Qui est ma mère biologique? Est-ce que je suis resté avec elle 1 heure, 1 jour, 1 semaine, 1 mois? Je trouve que cette phrase, je la trouve, pardonnez-moi, déchirante, bouleversante. Est-ce que je suis resté avec elle 1 heure, 1 jour, 1 semaine, 1 mois? M'a-t-elle embrassé avant que nous soyons séparés? Est-ce que j'ai pleuré lorsque je l'ai quittée? A-t-elle pensé à moi après la naissance? Mon père est-il bien mon père biologique, même si mon intuition, qui a toujours été très forte, me dit que oui? Quels étaient les termes de l'accord avec la mère porteuse? Ont-ils signé un contrat? Combien ai-je coûté? Combien se sont-ils sentis en prenant cette décision? N'ont-ils jamais regretté leur choix ou douté de cette manière de m'avoir, etc. Alors, évidemment, ces questions, vous les posez parce qu'on vous l'apprend. On vous le dit. Et si on ne vous l'avait pas dit? On ne me l'a pas dit. C'est ça le problème. On ne me l'a pas dit, évidemment. Non, on ne me l'a pas dit. Je l'ai appris. J'avais une intuition toute ma vie et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des recherches à l'âge de l'adolescence. C'est comme ça qu'après j'ai eu ce test ADN qui a confirmé mon intuition. Mais ces questions, je me les posais, oui, quand j'ai su que j'étais née par GPA, quand j'ai fait ces recherches et que j'étais absolument à 100% sûr d'être née par GPA, toutes ces questions sont venues dans ma tête et ça a été très, très compliqué. Très compliqué. Mais quand vous lisez ce passage, je suis encore très touchée émotionnellement. Ah oui, je trouve que ce passage est... Bah c'est des questions, c'est toute ma vie. C'est toute ma vie, c'est toute la vie d'un enfant et voilà, c'est encore très émotionnel pour moi, je vous avoue. Oui, parce que même en le lisant, moi, je suis pas dans le même état que vous, bien sûr, mais... Bah, c'est l'arrachement de ma mère à la naissance, surtout, qui a causé toutes ces émotions, qui me cause encore toutes ces émotions aujourd'hui. Et alors, elle m'a expliqué, j'ai eu la possibilité de parler à ma mère porteuse, donc elle a pu reconstruire et me réexpliquer comment s'est passé le jour de notre séparation. Donc j'arrive à m'imaginer cette scène, mais la scène, elle est ultra douloureuse. Elle est ultra douloureuse et quand je la décris dans le livre, quand je la relis et quand j'y repense, je pleure. Mais quand vous dites, vous n'avez pas l'intuition, donc vous êtes aidé par votre père, votre mère, oui. Vous n'avez pas l'intuition à ce moment-là, si. avant même qu'il vous en parle, etc. C'est-à-dire qu'au plus profond de vous, quand vous avez 6 ans, vous dites c'est pas mon père, c'est pas ma mère. Alors c'est pas, j'ai pas dit c'est pas mon père. Mon père, j'ai toujours su que c'était lui. Il y avait une connexion émotionnelle avec lui, c'était certain. Et puis on se ressemblait un petit peu, on était un petit peu pareil, donc il y avait cette connexion-là. Avec ma mère non biologique, il y avait quand même une différence qui était assez importante, physiquement parlant, très grande différence d'ailleurs. Et puis elle était quand même beaucoup plus âgée que les autres mères qu'il y avait à la sortie de l'école, donc vers 6 ans, vers 7 ans, et c'est d'ailleurs là où j'ai mes premières, c'est là où je commence à avoir des souvenirs, parce qu'avant c'est le blackout complet. Et puis voilà, je commence à me poser des questions, oui. Et puis ensuite, c'est là que les questions s'enchaînent. Je pose à ma mère la question, t'as quel âge maman? Elle me répond, j'ai 8 ans, donc elle me répond pas réellement son âge, parce qu'elle souhaite le garder pour elle. Et puis ensuite, est partie l'adolescence avec la crise identitaire qui va avec, une grosse crise identitaire qui amène à la drogue, à l'alcool, et puis plus tard le viol. Le viol? Oui. Le viol, parce que j'étais constamment en train de me mettre à bout. Je comblais un vide, tout le temps, avec la drogue, avec l'alcool, avec le reste. Et un soir, que je le décris d'ailleurs dans le livre, c'est une manière thérapeutique aussi de me libérer de cette chose qui m'est arrivée. Je passe une soirée très arrosée et pendant une nuit entière, 2 hommes me violent. Et c'est là d'ailleurs que j'ai arrêté de boire de l'alcool. Donc ça va faire maintenant 13 ans.
Bon, au cœur, évidemment, il y a la chose la plus importante, c'est l'abandon. C'est l'abandon. Je C'est pense. l'abandon et Voilà, c'est aussi et- l'arrachement de mon identité. C'est-à-dire que je n'avais pas d'identité. Je savais qui était mon père, donc je savais que j'étais suisse d'un côté, mais de l'autre côté, je ne savais pas du tout qui j'étais. Et pour se construire en tant qu'être humain, on est obligé de connaître nos origines. C'est obligatoire. Sinon, on ne peut pas se construire correctement. On ne peut pas avoir les bons fondements. C'est impossible. Impossible. Alors, cet abandon, vous en parlez, on le sent d'ailleurs, même dans la manière dont vous en parlez, combien ça est présent. Vous dites, né d'une gestation pour autrui, je ressens profondément ce poids de l'abandon. Oui. Qui rend forcément difficile après la vie sentimentale, la vie amoureuse avec un Ouais. homme, d'y croire, de croire que vous pouvez être aimé, que quelqu'un puisse vous aimer, alors même que votre mère vous a abandonné Exactement. immédiatement. Donc ça crée pour vous une très grande difficulté C'est ça. de vous lier à un amour, j'imagine, en tout cas lorsque cet abandon existe. Donc je ressens profondément ce poids de l'abandon dès mes premiers instants sur Terre, à peine était sorti du ventre de ma mère, que le premier geste que l'humanité représentée par la sage-femme a eu pour moi a été non pas de me mettre dans les bras de ma mère et de me blottir contre son ventre, couverte par ses mains protectrices. Non, ce premier geste a été de me séparer de cette femme qui m'a porté et nourri, qui m'a parlé, à chanter pour moi pendant 9 mois. Donc forcément, les conséquences sont terribles. Elles sont désastreuses. Elles sont désastreuses avec toutes les relations que j'ai eues dans ma vie, à part Ah oui. celle avec mon mari qui a su dompter un petit peu mes peurs et qui a su calmer cette peur de l'abandon et me montrer ce que c'était de l'amour inconditionnel. Mais jusqu'à sa rencontre, c'était chaotique. J'avais peur à chaque fois qu'on allait m'abandonner, donc je poussais les gens à bout. J'étais névrosée, j'étais méchante, j'étais agressive. Et je poussais les gens à bout justement pour voir jusqu'à quel point ils allaient résister et puis m'abandonner. Et puis ensuite, je partais en cercle de dépression. Et c'était en fait le serpent qui se mord la queue en réalité. Donc je n'ai jamais eu de relation très stable à part 2 personnes. Ma meilleure amie qui s'appelle Caroline, qui a su elle aussi rester avec moi et me supporter. Et je pense à elle aujourd'hui très fortement. Oui. Mais et ça fait 25 ans qu'on est amis. Et mon mari. Oui, parce que pour l'autre, cette quête-là est impossible. J'ai envie de dire, il ne peut pas répondre. Non. C'est impossible. Si, il peut répondre. C'est-à-dire que tout ce qu'il fera, ce ne sera peut-être jamais assez pour combler ce sentiment d'abandon. Non. Non, non, impossible. Alors mon Oui. mari a su... Donc vous dites votre mari, bien sûr. Mon mari a Et su... puis peut-être vous-même avez-vous pu travailler, si j'ose dire. Alors j'ai pu travailler, mais tout d'abord lui a fait un gros travail, c'est-à-dire que quand on s'est rencontrés, il a su me calmer, être attentionné, calmer mes peurs, être présent, consistant. C'est quelqu'un de très doux. Donc Oui. il a su me montrer que même si j'allais le pousser à bout, il allait rester là. Je l'appelle mon encre. Je l'ai toujours appelé mon encre parce que c'est lui qui m'a ancré dans le sol et qui nous a ancrés. Et puis ensuite, plus tard, j'ai suivi une thérapie et c'est la thérapie, la psychanalyse d'ailleurs, qui m'a sauvée. L'enfant ne préexiste pas. C'est parce que j'en veux un qu'on va penser à le créer avec cet abandon. Moi, je sais pas, je prends pas cette responsabilité pour aucun enfant au monde, je la prends pas en fait. Je veux pas l'avoir à le regarder dans les yeux quand il sera grand et lui dire bah oui, c'est moi qui ai eu cette idée-là. Je sais même pas comment c'est possible qu'on l'ait. La deuxième chose qui me vient instantanément, c'est la différence entre les femmes qui sont aujourd'hui enceintes même et leur mère ou leur grand-mère dans l'attention que l'on porte à la grossesse. Donc en effet, la manière dont on dit la musique que vous écoutez est importante. Parlez-lui, faites parler son père quand il est in utero. Attention à ce que vous mangez. Les restrictions, par exemple alimentaires, que s'imposent les femmes aujourd'hui enceintes, même par rapport à leur mère, sont immenses. Et on vous dit tout ce que vous ferez pendant votre grossesse, mais jusqu'à la musique que vous écouterez et la manière dont vous parlez à l'enfant aura un impact sur le lien que vous avez avec lui. Et subitement, et là je vous dis, la désincarnation, ça nous rend fous. Subitement, on dit, ouais non, sauf si c'est quelqu'un d'autre qui veut, là ça n'a plus aucune importance. Mais comment est-ce possible de penser la même chose en même temps ?